citoyen. Salem qui a été fondé il y a 2 ans environ ici à Bruxelles et qui était d'ailleurs candidat aux élections bruxelloises, élections communales à Bruxelles-Ville. Et oui, c'est un mouvement qui est issu de toute une série de citoyens dans toute la diversité ici à Bruxelles, des citoyens mécontents qui ne se retrouvent plus dans la gestion des affaires publiques aujourd'hui, la politique comme on dit, qui a d'ailleurs souvent un mauvais nom, où des tas de citoyens se distancient parce que les partis politiques traditionnels, d'ailleurs moi j'ai moi-même été formé en politique dans des partis traditionnels, mais ils perdent le contact avec les citoyens. Et surtout à Bruxelles, où 2 tiers des citoyens ne sont même pas nés en Belgique, hein, ça veut dire que très rapidement, eh bien, il y a des distances énormes qui se font entre, je dirais, tout un tissu social traditionnel belgo-belge qui est bien introduit en politique, mais avec des gens qui, d'origine étrangère, ne sont pas dans ces milieux et donc sont tout à fait éloignés. Et en plus, les affaires publiques aujourd'hui, elles sont gérées dans des chambres closes pratiquement, même s'il y a toute une série de débats et de sessions qui sont publiques, mais les gens n'y ont pas accès parce que c'est trop loin, parce que tout le monde a son travail, etc. Et que les nouvelles technologies n'ont toujours pas fait leur entrée dans la gestion des affaires publiques. Voilà, donc ça veut dire que nous avons vraiment un projet citoyen et nous avons donc retrouvé un autre mouvement qui aussi voudrait qu'il y ait plus de transparence, que les citoyens sachent mieux ce qui se passe en politique et qu'ils aient aussi une façon d'exprimer ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas de façon plus rapide et autrement qu'une fois tous les 5 ans avec les élections. Donc voilà le mouvement ACT que Hassan va présenter aussi, où on s'est retrouvés et où très rapidement on a compris qu'on était complémentaires en plus, parce que voilà, on a vu la personnalité des membres, l'expérience de chacun, eh bien, ça fera un bon mouvement, ACT Salem, Agir pour la paix, donc qui est vraiment ce qu'on a besoin ici à Bruxelles pour l'instant. Hassan, à toi le... Merci Michel, merci. Alors pour ma part, je vais faire aussi court que Michel. Ça fait exactement 21 ans que personnellement je fais de la politique. 14 ans de militantisme derrière les rideaux. À un moment donné, on avait fait appel à moi pour que je sois sur les listes. J'ai mûrement réfléchi et finalement j'ai quand même accepté. Et puis voilà, donc à un moment donné, 20 ans après, effectivement, je rejoins ce que Michel vient de dire, c'est que les partis traditionnels n'ont pas trouvé toutes les solutions pour nos concitoyens. Toutes les solutions pour nos citoyens. Il y a des éléments qui sont vraiment majeurs. La précarité sur Bruxelles. Et malheureusement, ce que moi j'ai remarqué personnellement dans ma petite expérience politique, c'est que les politiciens, de manière générale, dans les partis traditionnels, les structures sont tellement grandes et tellement rigides qu'elles ont du mal à prendre des décisions simples. Et c'est ça qui est vraiment aberrant. C'est des décisions simples, on a difficile à les prendre parce que tout simplement la structure est tellement rigide et tellement lourde. Nous, personnellement, j'ai pris la décision de faire un geste fort par rapport à une démission d'un parti traditionnel, parce qu'il y a eu aussi et qu'à tout campagne mais de opportunisme. Donc j'avais vraiment un souci de certains éléments dans le groupe, dans les groupes dans lesquels j'étais, où il y avait plutôt le siège qui primait au lieu de servir le citoyen, au lieu de discuter des sujets qui sont importants. Et donc j'ai fait un geste important, fort, la démission, et puis créer avec d'autres citoyens un mouvement citoyen qui s'appelle Acting Citizens Together. Nous avons aussi participé, comme vous, Michel, aux élections communales, mais cette fois-ci de Molenbeek. Vous étiez à Bruxelles. Une très très belle expérience. Je remercie d'ailleurs d'emblée près de 800 personnes qui ont fait confiance à notre petit mouvement qui était très récent. En 2 mois et demi de temps, nous avons fait une très belle liste. Je remercie et les candidats de cette liste, ainsi que les citoyens qui nous ont soutenus et voté pour nous. Et donc, effectivement, après mûre réflexion avec Michel et ses membres, nous avons conclu un accord, je pense même historique, car ce qui manque surtout dans les partis politiques et dans les mouvements politiques, c'est de se rendre compte que seul, oui, on va vite, mais on ne va pas très loin. C'est ensemble qu'on va vraiment très très loin, dans une certaine vision de long terme, et c'est pour cela qu'après plusieurs réunions, plusieurs discussions, nous avons, avec Michel et ses membres, nos membres à nous,
conclu une union, en tout cas pour les élections de 2019 du Parlement Bruxelles-Capitale, et nous espérons pouvoir avoir quelques élus et rester dans cette union pendant au moins 5 années, et qui sait, aller encore plus loin. Donc c'est un très bon fiançailles réfléchi et solide, et nous espérons bien entendu qu'il ait des petits-enfants et que nous puissions réellement trouver des petites solutions, mais qui sont très importantes pour nos citoyens. Cher Michel. Et une équipe bien motivée, bien dynamique, d'ailleurs toute une série de personnalités extrêmement passionnantes que je découvre moi aussi, ton équipe, Hassan. Et donc évidemment, on a, en dehors de ce que j'ai dit, évidemment la priorité aux citoyens, car je crois que c'est vraiment une des réformes vraiment pratiquement constitutionnelles que la Belgique doit faire, c'est voir comment beaucoup mieux impliquer le citoyen, rendre l'État transparent pour le citoyen. Donc c'est vraiment historique, je crois vraiment que c'est un nouveau dogme politique que nous devons faire passer, parce qu'il y a des révoltes partout dans le monde d'ailleurs, il y a des tas de gens totalement imprévus qui sont élus dans des tas de pays, il y a des manifestations de toutes sortes dans tous les pays, en Europe, mais même en dehors de l'Europe. Et donc je crois vraiment ce qui est important, c'est maintenant de concrétiser au niveau législatif, et donc nous avons, avec toute une série de citoyens, établi aussi un programme législatif. Alors, par exemple, une de nos priorités, quand même, c'est la jeunesse et l'enseignement. Parce que former les citoyens de demain, c'est vraiment essentiel. Et ici, en Belgique, à Bruxelles, au cœur de l'Europe, nous devons absolument maintenant avoir un enseignement bilingue en immersion. Il y a des tas de pays où il y a plusieurs langues qui sont enseignées en immersion, à la maternelle par exemple, un jour français, un jour néerlandais, pour que les enfants vraiment trouvent ça tout à fait normal de fonctionner dans un environnement, que ce soit francophone ou néerlandophone, et parce que la Belgique est aussi la limite entre tout le monde latin et le monde germanique en Europe, et donc connaître les deux, c'est vraiment ce qui donne l'ouverture sur l'Europe aux citoyens de demain. Avec, on a toute une série d'autres réformes d'ailleurs qu'on voudrait proposer dans l'enseignement, notamment un meilleur contact avec les parents qui sont vraiment essentiels. Le partenariat entre les enseignants et les parents, c'est pratiquement une clé pour la réussite des élèves. Et donc Bruxelles, les écoles de Bruxelles doivent s'habituer aussi à communiquer avec des parents très diversifiés, qui viennent d'Ukraine, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie. Donc voilà, ça n'est pas facile, mais il y a toute une série de solutions que nous avons imaginées. Et d'ailleurs, je suis moi-même enseignant, donc je connais bien le problème. C'est très important. Ce premier point, enseignement et jeunesse, sur lequel nous mettons vraiment un accent. Tu veux peut-être parler d'un deuxième point? Oui, j'aimerais effectivement. Donc, ce que vraiment j'aime énormément, moi, en tant à titre personnel, c'est que cette union, elle est, pour ma part, je dirais même quasi parfaite. Nous nous complétons. Tout d'abord, nous partageons exactement les mêmes valeurs universelles du droit de l'homme, les mêmes valeurs, je dirais, pour se vivre ensemble. Et M. Michel, donc, qui vient de dire tout à l'heure, il est professeur. Il est conférencier et en même temps il est écrivain, donc il connaît très bien le dossier de l'enseignement, il connaît aussi très bien la situation des enseignants, donc on pourra en parler pendant des heures, mais en tout cas nous sommes là avec ces deux composantes, nous sommes là avec ces deux formations pour mener à bien un projet concret pour les citoyens, et l'union fait la force. C'est ça la réalité, c'est que l'union fait la force, on se complète seul, je suis à 50% de ce qu'on pourra faire ensemble, donc à deux. On fait les 100% de ce que le citoyen attend de nous. Et donc effectivement, après l'enseignement, l'enfant est épanoui, il faut bien sûr du travail. Très important, il faut savoir que dans certaines de notre commune, dans notre région, plus de 40% de chômage. Nous sommes aujourd'hui à Molenbeek, près de 40% de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans. C'est horrible, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas plus malheureux, il n'y a pas plus déprimant que de savoir qu'après les études, on sera au chômage. À côté de ça, donc nous parlons bien sûr aussi du bilinguisme qui est très important. Je suis vraiment honoré d'avoir Michel qui lui maîtrise aussi 6 langues au moins. Donc voilà, donc c'est vraiment très important que nous puissions, nous, déjà en tant que formation politique citoyenne, montrer l'exemple que l'ouverture vers le monde, c'est justement, je ne dirais pas la maîtrise des langues, mais en tout cas avoir un intérêt et avoir une ouverture par rapport aux langues et aux cultures. C'est une force pour nos enfants. Et donc après un diplôme, c'est le travail. Avoir un travail
correcte, que j'aime, pour pouvoir m'épanouir, pouvoir m'offrir ne fût-ce qu'un loyer normal, pouvoir m'offrir une petite voiture ou un vélo à ma guise, pouvoir partir en vacances comme tout le monde. Ce n'est plus, en tout cas, chez nous, dans notre pays, un luxe de partir en vacances ne fût-ce qu'une fois par an. C'est devenu un must, avec le burn-out qu'on connaît, etc. C'est vraiment devenu quelque chose d'important de pouvoir, ne fût-ce qu'aller dans les Ardennes. Pour moi, partir dans les Ardennes, c'est déjà les vacances. Donc, un travail très important. Et nous pouvons, je vous assure, chers amis, c'est question de volonté. La volonté politique fait que, où on choisit de, par exemple, faire des ponts. J'ai vu une émission où les ponts sont là, on a gaspillé des milliards de francs belges de l'époque, mais ils sont là, on les a plus jamais utilisés. Où on prend tout simplement une priorité, on dit nous allons créer de l'emploi. Et nous pouvons créer de l'emploi. Je prends rien qu'un secteur très très simple. C'est, nous savons tous que, moi j'avais fait un reportage dans mon métier de journalisme il y a une dizaine d'années. Il y a l'époque de recensement, il y avait 30 000 bâtiments vides à Bruxelles. 10 ans plus tard, 50 000 bâtiments vides. Et le gouvernement bruxellois n'a rien fait par rapport à ça. Il n'a rien fait. Tout simplement parce qu'ils ont d'autres choses à fouetter, des faux débats, on en parlera après. Et donc, rien que le secteur de l'immobilier, et se concentrer là-dessus et forcer, je dirais, certains propriétaires, je dirais, abandonnants ou démissionnaires de réparer leur maison, de les mettre bien sûr en location. Et à ce moment-là, on régénère non seulement l'emploi, mais également, nous pourrons aussi parler de logement que je parlerai tout à l'heure. Donc, il y a réellement des priorités, il y a des solutions, il y a juste une chose qui manque, c'est la volonté. Oui, bravo, merci. Et suite évidemment à cette situation de l'emploi, de l'économie à Bruxelles, il y a toute une série d'idées d'ailleurs à remettre en place pour redorer, je dirais, le blason économique de Bruxelles. C'est vraiment aujourd'hui un manque de vision. On en a encore toujours à se plaindre que certaines usines ont quitté des communes comme Anderlecht, Molenbeek ou Ganso. Enfin, il y a des tas d'industries évidemment hein, qui ne sont plus au centre de Bruxelles, qui sont peut-être éteintes ou qui sont déménagées, enfin, ont déménagé vers l'étranger. Mais il y a aujourd'hui à Bruxelles une matière première extraordinaire, c'est la diversité. Et aujourd'hui, la diversité, on ne l'exploite pas. Et c'est pour ça qu'une partie très importante aussi, nous voulons maintenant arrêter cette tendance à mettre les gens dans des cases, à discriminer, parce qu'il faut le dire comme ça, finalement, mettre les gens dans des cases, même s'il y a des gens qui revendiquent le droit de dire qui ils sont et leur identité. Je trouve ça très bien. Mais il ne faut pas que ça se retourne vers tous ces gens qui sont arrivés, eux ou leurs parents ou leurs grands-parents, ils sont arrivés de l'étranger et qui finalement aboutissent à une situation de discrimination, que ce soit dans le logement, que ce soit dans l'emploi, alors que tous ces gens sont tout à fait bien capables de faire l'économie, mais on les en empêche aujourd'hui. Et donc nous sommes notamment non seulement pour le respect complet des libertés individuelles, peu importe quelle philosophie, quelle religion. Il y a eu des débats les derniers temps sur essayer de dicter aux femmes la façon dont elles doivent s'habiller, de dicter aux hommes quelles valeurs ils doivent avoir, etc. Ça n'a aucun sens, évidemment. Hein. Il y a eu des débats vraiment cristallisants où dernièrement, on interdit même maintenant, enfin en Flandre et en Wallonie, aux juifs et aux musulmans de manger comme ils le veulent. Alors que, vous savez, les juifs, ça fait 3600 ans qui mangent comme ça, de cette façon aussi ici. Bon, les musulmans, ils sont arrivés plus récemment, mais je veux dire, il n'y a aucune raison, même les églises chrétiennes d'ailleurs, se sont carrément, enfin, il y a eu une lettre ouverte de 4 ou 5 églises chrétiennes reconnues en Belgique, où ils désapprouvent complètement ces décrets qu'il y a eu en Wallonie et en Flandre pour interdire aux juifs et aux musulmans la pratique de leur religion, en tout cas un certain aspect. Et donc, je crois que vraiment à Bruxelles, nous devons créer ce respect mutuel entre toutes les minorités. Vous savez, déjà dans le temps, moi j'ai connu les histoires où les Flamands, les Wallons se disputaient. Il faut un respect pour les Flamands aussi, ici à Bruxelles, qui sont une minorité, comme il faut des respects pour les gens qui viennent d'autres pays. Même si des Japonais, des musulmans, des Américains ne se sentent pas bien ici, mais nous devons tout faire pour qu'il y ait harmonie entre tous les citoyens ici. Et vraiment, nous avons toute une série vraiment de programmes où nous pouvons utiliser toute cette diversité ici à Bruxelles pour redorer le blason économique. Il y a moyen de faire des fêtes ici culturelles de toutes sortes pour vraiment favoriser
le tourisme à Bruxelles, et Bruxelles en a vraiment bien besoin. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'industrie qu'il faut à Bruxelles, c'est la technologie aussi, la recherche, mais aussi la culture et les cultes. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le plan économique en éliminant tout ce qui est discrimination. Hein. Et d'ailleurs, le logement, bien entendu aussi. Hein, si tu permets que je continue, c'est parce qu'il y a un gros problème à Bruxelles aussi. On essaie de trouver toute une série de mesures pour éviter la pollution. Hein, et alors on parle toujours de pollution CO2, CO2, CO2. Bah, déjà, comme 40% de la pollution CO2 est due au chauffage, bah, écoutez, il y a des tas de bâtiments qui sont délabrés, des logements qui sont vides parce qu'ils ne sont plus habitables. Bah, écoutez, première chose, il faut rénover et isoler les bâtiments de Bruxelles. Il faut trouver des moyens pour que, avec des plans de financement, des plans il faut absolument peut-être que l'État se porte garant pour aider notamment les gens qui ont peu d'argent, qui habitent, c'est des habitants, hein, que ce soit locataires ou propriétaires, d'ailleurs que même les locataires puissent investir dans de l'isolation pour que c'est des investissements qui se remboursent tout seuls parce que c'est de l'économie d'énergie après et c'est moins de pollution et donc je dirais c'est du bien pour tous. Ça nous protège du chaud et du froid à la fois. Et puis surtout aussi, le climat, c'est bien, on en parle beaucoup, mais moi je trouve qu'il faut parler de milieu beaucoup plus large que le climat, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser aveugler par cette histoire de CO2. Il y a beaucoup de pollution industrielle des sols et des eaux que nous devons aussi combattre. Ce n'est pas juste le gaz carbonique, c'est aussi toutes ces autres pollutions qui sont des pollutions extrêmement longues à digérer pour la Terre. Hein. Quand des sols sont pollués, c'est pour des dizaines, voire des centaines de millions d'années, voire plus encore. Donc, vraiment, nous devons aussi vraiment réglementer tout ça et protéger l'environnement contre toutes ces autres formes de pollution. Merci Michel. Franchement, bravo en tout cas pour cette belle intervention. Vous savez, diversité vous le mettez est le trouve. La diversité, c'est un atout. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous devons voir ce monde. D'ailleurs, nous l'avons, si vous voulez, dans ce logo, Acte avec Salem. Donc, nous essayons, en tout cas, nous avons fait une métaphore et nous avons fait plutôt l'idée vers un navire. Vous voyez, donc le bleu c'est le navire et actes ce sont les actions, ce sont donc les hommes et les femmes. Et donc c'est ce monde-là qui est c'est ces gens-là qui sont sur un bateau. Et si une des personnes qui malheureusement perce le bateau ne fait que d'une petite fente, eh bien nous coulons tous. C'est réellement ça le vivre ensemble, c'est réellement ça la diversité. La diversité c'est celle-là. Et ce qui est vraiment étonnant, j'aimerais revenir sur ce point-là que tu as repris, cher Michel, qui est vraiment essentiel pour notre vivre ensemble et notre construire ensemble, c'est que tout le monde, enfin en tout cas pas tout le monde, mais en tout cas certains populistes et certains partis d'extrême droite et tout simplement des extrémistes de tous bords, qui soient même religieux ou autres, ou politiques, profitent et font des propagandes, des fausses propagandes sur le fait que la diversité ou la différence serait négative. Mais vous savez, le monde en lui-même, il y a de la diversité. Déjà, entre l'homme et la femme, il y a déjà une différence. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun est d'ailleurs même différent, même physiquement. Et donc, ce que nous devons aujourd'hui, tout simplement, faire comprendre à tous, mais fort heureusement, la majorité de notre pays sont aujourd'hui conscients, après tout ce que nous avons vécu, même dernièrement, les tristes attaques terroristes de la Nouvelle-Zélande, et aussi les tristes attaques terroristes du 22 mars 2016 ici chez nous. Donc vous savez, ça se passe parfois très très loin, parce qu'on croit que ça ne nous concerne pas, mais dès que ça nous touche tout près, là on est vraiment conscient. Et aujourd'hui, le Belge il est conscient, il est vraiment conscient, il s'est vraiment réveillé, il est sensible au vivre ensemble, il est sensible au construire ensemble. Et c'est ensemble que nous pouvons mener ce bateau vers la rive de la paix. Selem en arabe ou shalom en hébreu, c'est essentiel. Donc cette composition de actes, les actions dans la paix, c'est comme ça que nous pouvons réellement vivre ensemble. Et effectivement, pour maintenant rebondir sur le logement, qui est essentiel. Tu as parlé donc du climat, du milieu. Je trouve ça vraiment très intéressant comme approche. Et on parle beaucoup du climat, c'est vrai qu'on voit énormément de manifestations ces derniers mois, mais finalement le concret. Nous voulons le concret, c'est quoi? D'abord, il faut revoir sa façon de vivre, n'est-ce pas? Son mode de vie. Il y a tellement de possibilités. Et le milieu, cette approche-là, est pour ma part très interpellante, c'est que
tu parles effectivement des usines, des industries, et ceux-là, parce qu'ils ont énormément d'argent, on ne va pas faire de bruit sur eux. Non, ils doivent, c'est eux, c'est chez eux que nous devons aller chercher l'argent pour justement trouver au moins une partie de solution de la précarité que nous connaissons ici, dans notre région. Alors, le logement. Le logement, chers amis, est une des premières causes de pauvreté sur la région de Bruxelles-Capitale. Et surtout dans je dirais les communes défavorisées. Quand je dis défavorisées, les communes pauvres. Il faut le dire, la réalité, Molenbeek par exemple, Schaerbeek, Anderlecht, Mille-Bruxelles, il y a des zones où c'est vraiment la pauvreté. Et nous connaissons, qui sommes des gens de terrain, il y a des gens qui dorment dans la rue. Et pas un, pas deux, pas trois. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, ce qui est vraiment frappant et choquant, des femmes sont SDF. Quand vous voyez ça, cher monsieur, je vous assure que ça me fait mal au cœur. Une maman, une sœur, elle est où? Elle est SDF. Et ça, c'est vraiment la réalité. Et ça, je dis aux gens, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je leur souhaite que du bien, que continuez à être au pouvoir. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Et n'oubliez pas vos concitoyens. N'oubliez pas vos citoyens qui, eux, n'ont même pas de quoi mettre dans leur assiette le lendemain. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et le logement, c'est la première cause de pauvreté. Le logement, le loyer est très cher sur Bruxelles. Il y a la spéculation, il y a donc des multipropriétaires qui sont, pas veillants du tout par rapport à celui qui n'a pas. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est dire à la région que nous voulons que les Bruxellois puissent avoir un logement décent et pourquoi pas les aider à devenir propriétaires. Vous savez que 30%, 70% de Bruxellois sont locataires. Et ça veut dire quoi? Que 70% des Bruxellois sont pauvres. Il n'y a que 30% de propriétaires. Je ne dis pas que tous les locataires sont pauvres. Je ne dis pas que tous les Bruxellois doivent devenir propriétaires. Mais je dis que le loyer doit être raisonnable, décent, et pourquoi pas aider les gens à devenir propriétaires s'ils le peuvent. Ça, c'est vraiment très très important. Et renverser la situation, au lieu qu'il y ait 70% de pauvres, eh bien qu'on réduit au moins de 40% cette pauvreté. On aurait dans ce cas-là, dans peut-être 20 ans, c'est une vision long terme, hein, dans peut-être 20 ans, 30% des gens qui sont dans les difficultés et 70% des gens que nous aurons, en tout cas avec un choix politique, sauvés. Ça, c'est vraiment très très important. Donc le logement, chers amis, et tout à l'heure je parlais donc de dynamiser la ville rien que par le secteur immobilier. Nous pouvons faire d'une pierre deux coups. C'est que nous rénovons, tu as parlé aussi d'isolation, c'est isoler tout Bruxelles, parce que Bruxelles est une vieille ville. Quasi tous les bâtiments, je peux vous donner les chiffres à un autre moment, tous les bâtiments doivent être rénovés et doivent être isolés, ça c'est de 1. De 2, les 50 000 bâtiments au minimum qui sont vides, ceux-là, il faut pousser les gens à les rénover et nous devons aussi rentrer dans cet engrenage économique pour non seulement rénover, isoler et créer des logements supplémentaires. Parce que vous savez, chers amis, des discours populistes, genre ah ouais, nous allons créer des logements sociaux partout. Donc il y a certains partis politiques, ils voient des logements sociaux partout. Mais moi j'aimerais bien savoir où est-ce que vous allez les construire? Où ça? Dans le parc d'Elisabeth? Dans le parc du Nana-Forêt? Sur ma tête? Soyez au sérieux. Bruxelles, il n'y a quasi plus de terrain pour construire. Ce que nous devons faire, c'est rénover les bâtiments qui sont vides. C'est ça qui est vraiment très 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 important, chers amis. Oui, bravo, c'est vraiment très important pour les Bruxellois, car évidemment, lié à tout ça, si je peux me toucher un mot sur la mobilité aussi est un problème à Bruxelles. Il y a des tas de gens qui habitent Bruxelles et pour qui ça coûte trop cher de se déplacer. Hein. Il y a par exemple, les étudiants, à partir d'un certain âge, les étudiants ils doivent payer des abonnements de tram qui sont très chers, enfin métro, qui sont très chers. Il y a des pensionnés. Donc pour nous, les transports en public, déjà, pour tous ceux qui ne sont pas en activité économique, qui étudient ou qui sont pensionnés, eh bien, c'est quelque chose qui doit être gratuit, qui doit être offert. Et puis il y a même le problème de voitures. Hein. Alors aujourd'hui, on enlève des parkings pour les Bruxellois. Hein. On les force à aller vers d'autres moyens de transport. Ce qu'on fait même, c'est dire aux gens qui ont une ancienne voiture, hein, ils disent voilà, il faut acheter une nouvelle voiture. Tout ça, c'est très bien de faire payer, mais c'est juste bon pour les riches, hein, ou juste bon pour ceux qui travaillent encore et qui peuvent déduire fiscalement leurs frais de voiture. Mais moi, j'ai vu l'autre jour un pensionné
Il a dit, écoutez, il dit, moi j'ai une vieille voiture, elle ne peut plus rouler à Bruxelles, moi je suis obligé de me séparer de ma voiture, mais ça veut dire que je ne peux plus jamais sortir. Je n'ai plus ma balade hebdomadaire du dimanche. Donc, pour les vieilles personnes, c'est grave. Même des gens qui ne sont pas qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas beaucoup d'argent, les obliger à acheter une nouvelle voiture, c'est tout simplement scandaleux, alors que les riches, excusez-moi, les riches, ceux qui travaillent, qui ont des grosses voitures, qui consomment d'ailleurs souvent beaucoup de litres, de grosses voitures, eh bien, ils n'habitent même pas Bruxelles et ils viennent polluer Bruxelles. Hein. Donc moi, je n'ai pas compris la logique. Ils ont déjà essayé ça à Londres, hein, de taxer les voitures et d'empêcher, de décourager les Londonais d'avoir une voiture. Eh bien, le résultat, c'est que tout est bouché parce qu'il n'y a plus que les gens qui habitent en périphérie de la grande ville qui viennent polluer les routes et l'air dans la grande ville. Donc je crois que vraiment, parce qu'en plus, il faut savoir que les bus, les camions, les avions, tout ça est évidemment exonéré de cette obligation de se renouveler. Donc c'est tout à fait idiot. Écoutez, c'est normal que on a essayé ça en France aussi, hein, de faire payer des choses par les pauvres. Eh bien, écoutez, les gens ne s'y retrouvent plus. Ils se révoltent. Les gens sont absolument révoltés. Même si parfois ils sont à la rue, moi j'ai vu des gens, ils sont à la rue, mais ils sont révoltés, et encore, ils sont vraiment gentils, ils restent honnêtes, ils ne vont pas voler, mais ils se retrouvent sans rien. Donc vraiment, nous devons, et je fais appel aux gens qui sont habitués de gérer des problèmes. Il n'y a pas que les politiques, hein, il y a les hommes d'affaires aussi. Il faut gérer ça différemment, il faut que les hommes d'affaires comprennent aussi. Ils doivent arrêter de combattre ces mesures politiques où on ne pourrait jamais taxer les voitures, etc. Nous devons faire quelque chose pour que les plus démunis puissent aussi se déplacer et d'ailleurs trouver du travail aussi. Hein. Créer des nouvelles entreprises, je crois qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là aussi. Donc vraiment, cette mobilité est très importante aussi. Oui, effectivement, Michel, donc, la mobilité est effectivement une problématique sur Bruxelles. Quand je dis une problématique, c'est en même temps positif. Bruxelles, tout le monde la convoite, c'est la capitale européenne, c'est la capitale administrative, c'est la capitale belge. Donc effectivement, il y a énormément de déplacements. Mais ce qui est très très important, et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, avec ces mesures, le pauvre devient de plus en plus pauvre. Or, la voiture n'est pas du tout un luxe. Hein. La voiture n'est pas un luxe, et surtout pas pour une famille des enfants au bas âge, où il faut accompagner les enfants à l'école. Ce n'est pas toujours évident de prendre le transport en commun, bien qu'il soit bien le transport en commun. Et d'ailleurs, nous sommes, pour remédier à ce genre de problème, nous sommes, pour la gratuité pour tous les Bruxellois. La gratuité de la STIB, MEVB, pour tous les Bruxellois, et que ceux qui viennent hors de Bruxelles, bien entendu, doivent payer. Et il faut trouver, je dirais, un compromis entre la voiture, la moto, le vélo. Je suis moi-même un automobiliste, mais en même temps un cycliste de cœur. Je suis très très souvent à vélo. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui on ait des pistes cyclables visibles partout à Bruxelles, mais vraiment partout à Bruxelles, et faire une campagne de sensibilisation avec les automobilistes pour que chacun puisse... C'est le vivre ensemble en fait. C'est vraiment, encore une fois, on revient vers ce bateau où la voiture, le vélo, la moto, le piétonnier puissent réellement se retrouver dans un seul cadre où chacun se respecte, et ça c'est vraiment essentiel. Mais la voiture n'est pas un luxe. Ça je vous le dis, chers amis, la voiture n'est réellement pas un luxe. Aujourd'hui, un exemple simple, à minuit, votre enfant il a une fièvre de 39-40, qu'est-ce que vous faites? Il pourrait même déjà être trop tard. Non, vous prenez votre voiture et vous allez directement aux urgences. Donc c'est vraiment devenu aujourd'hui quelque chose de vraiment essentiel. Et encore une fois, Michel, comme tu dis, venir avec des mesures à taxer les pauvres pour tout simplement changer le parc automobile, parfois, si je peux me permettre de dire ça d'une manière vulgaire. Ah oui, mais si vous payez plus d'impôts, dans ce cas-là, vous pouvez rouler avec la voiture, comme si le fait que vous payez des impôts va diminuer l'effet de serre. Soyons raisonnables, il faut quand même rester sérieux, trouvant plutôt un compromis pour que chacun puisse bien sûr se retrouver. Et donc oui, des pistes cyclables partout à Bruxelles, oui pour la gratuité de transport en commun pour tous les Bruxellois, sans exception, et oui pour l'automobiliste, l'aider à avoir une voiture, surtout lorsqu'il y a des familles nombreuses. Oui, bravo, merci, vraiment c'est... Plein de points très importants. Écoutez, vous savez, nous ne voulons pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Il y a des tas de gens qui sont très bien, même dans le monde politique. Mais ce qu'il faut, c'est un nouveau dogme.
il faut absolument arrêter avec ces histoires de gauche, de droite, de globalisme, de grands traités internationaux, etc. Non, ce qu'il faut, c'est retourner vers le citoyen. Vous savez, moi, je suis rentré dans ces mouvements citoyens déjà en 2010, 2011, avec le G1000, où certains connaissent, lorsque la formation du gouvernement, c'était historique, pendant presque 2 ans, on n'a pas eu de gouvernement formé, parce qu'on bloquait sur Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Les Belges se reconnaîtront, même s'il y a des Bruxellois qui ne connaissent pas ça, mais le gouvernement était bloqué, il n'arrivait pas à se former, parce que les politiciens n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et c'est le G1000, c'est finalement 1000 citoyens, triés de façon aléatoire, tirés au sort d'ailleurs. Ils ont fait un programme. C'est les citoyens qui ont décidé eux-mêmes de ce qui était important. Ils ont fait un programme de gouvernement. Et lorsqu'ils ont présenté ça au gouvernement, le gouvernement s'est rendu compte que finalement, il y a des tas de partenaires qui se sont rendus compte qu'ils s'accrochaient à des sujets que les électeurs finalement ne trouvaient pas importants. Et une semaine après, on avait un gouvernement. Donc, je veux dire vraiment, la force du bon sens citoyen, c'est quelque chose qui marche très fort et que nous voulons absolument mettre en avant. Ça veut dire que nous voulons réellement, et ça c'est vraiment mon dada, moi ça fait des années, j'ai fait organiser des initiatives citoyennes européennes, notamment sur le niveau européen avec les grands traités. Donc il y a beaucoup de citoyens. Et vraiment, parmi les citoyens, des gens très compétents. Il y a des professeurs retraités, il y a des docteurs, il y a peut-être des chômeurs aussi, mais qui sont ingénieurs ou qui sont... donc il y a des tas de gens très compétents dans la société civile. Et surtout, il y a le bon sens, vous savez. Des gens qui sont loin de la politique, souvent, ils ont le bon sens. Et donc, les affaires publiques doivent absolument trouver des moyens de mettre en place... voilà, toute la technologie le permet. Déjà, la transparence. La transparence, aujourd'hui, c'est d'abord de mettre à disposition tous les documents publics. Il y a plein de documents qui sont publics, qui, de façon constitutionnelle, peuvent être consultés par n'importe quel citoyen. Et les citoyens, aujourd'hui, pour les trouver, ils doivent aller d'un ministère à un autre, ils doivent parfois payer pour faire des photocopies. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est tout à fait idiot, n'est-ce pas, de payer du personnel à distribuer des documents, à faire payer pour des photocopieuses. Écoutez, tout ça par Internet, c'est déjà tellement plus facile. Ça veut dire que les citoyens, ils pourront aller chercher tous les documents qu'ils veulent, ils pourront les imprimer autant de fois qu'ils veulent, sans se déplacer. Donc vraiment la transparence, déjà dans les documents, il les faut. Et puis les parlements aussi, les commissions parlementaires. Vous savez, moi parfois, je vais en tant que citoyen, je vais avec des amis écouter un débat en commission parlementaire. Vous savez, parfois on est là pendant 1 heure, 1 heure et demie, on entend les parlementaires occupés à se disputer, s'accuser de ceci, cela, mais je vous garantis, avec la meilleure volonté du monde, on ne sait même pas, en quoi parle-t-il? On ne sait même pas tellement ils passent leur temps à se disputer. Donc, vous voyez, je crois que vraiment, si on met toutes ces scènes dans les commissions parlementaires, le débat public, pour moi, ça doit être filmé et mis sur Internet pour consultation à gogo par les citoyens, n'est-ce pas? Pour qu'au moins les citoyens sachent que font les élus. De quoi discutent-ils? Comment essayent-ils d'arriver à réaliser les promesses qui peut-être ils n'arrivent pas à tenir? On veut bien nous comprendre, en citoyens, que les politiciens n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils ont promis. Mais on veut au moins voir qu'ils essayent. Et puis, je dirais, en plus de cette transparence, on doit absolument aussi aller vers des moyens où les citoyens peuvent intervenir dans ce débat législatif. C'est pratiquement une réforme constitutionnelle, et ça c'est vraiment mon dada, c'est vraiment ça, le cœur du débat citoyen, c'est que les citoyens doivent pouvoir dire un mot, dire tiens voilà, vous êtes occupé à discuter d'un projet de loi, mais d'abord de 1, arrêtez de vous disputer, et de 2, pourquoi vous ne parlez pas de telle chose et de telle chose, et pourquoi vous ne consultez pas un ingénieur ou un médecin qui ont les réponses à toutes ces choses sur lesquelles vous débattez. Donc vous savez, parfois, vraiment le bon sens citoyen, il doit pouvoir intervenir, et c'est au bénéfice de tout le monde. Moi je connais des politiciens, ils font leur possible, mais ils sont complètement déconnectés, parce qu'il n'y a pas les moyens de récupérer, avec toute la technologie, il y a tas de choses qui le permettent, l'intelligence artificielle, on peut faire analyser des tas de commentaires qui ont été donnés par des tas d'internautes pour finalement en sortir des bonnes suggestions. Donc aujourd'hui tout ça n'est pas utilisé, et je crois vraiment qu'il est temps que la gestion des affaires publiques se modernise, comme d'ailleurs les grandes entreprises l'ont fait déjà depuis des dizaines d'années. Toute cette technologie, toutes ces méthodologies pour débattre avec beaucoup de clients, beaucoup d'ouvriers, d'employés.
Ça se fait déjà dans les entreprises et donc voilà, nous voulons simplement mettre toutes ces méthodes dans la gestion des affaires publiques pour que les citoyens ils aient une façon d'exprimer ce qu'ils veulent de façon plus efficace en politique. Merci Michel, en tout cas merci beaucoup. Je sais que c'est ton dada, la transparence, c'est notre volonté à tous d'ailleurs. Donc déjà acte, déjà à l'époque, l'année passée d'ailleurs, on parlait énormément de transparence. C'est aujourd'hui devenu une tendance. Hein. Tous les partis traditionnels aujourd'hui, comme par hasard, parlent de transparence, alors que nous connaissons tous, il n'y a pas encore quelques mois, les scandales de grands partis où des gros bonnets sont partis avec des fonds, etc. Donc finalement, tout le monde parle de transparence, mais nous, ce que tu viens de dire Michel, c'est que nous voulons clairement l'implication du citoyen. Tu l'as dit, tu l'as développé plusieurs fois, que nous voulons simplifier l'accès aux citoyens pour interroger et interpeller un ministre. On ne veut pas 500 ou je ne sais pas combien de signatures pour qu'un citoyen puisse interpeller un ministre. On peut éventuellement parler de 100 signatures. Au niveau communal, c'est 20 signatures pour pouvoir interpeller donc le collège des échevins et du bourgmestre. Pourquoi pas au niveau du Parlement, 100 signatures maximum pour qu'un citoyen puisse interpeller, je dirais, le Parlement et le ministre. Je pense que ça c'est vraiment très très important. Donc l'implication du citoyen, comme Michel vient de dire. Et puis, la politique belge, qu'est-ce que ça coûte cher? Qu'est-ce que ça nous coûte cher cette politique belge? Qu'est-ce que ça nous coûte cher? 4 parlements. Mais c'est quand même extraordinaire. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a 4 parlements, il y a 4 parlements fédéraux, parlement wallon, parlement de la région Bruxelles-Capitale, parlement flamand, comment on va s'en sortir? Il y a une loi qui sort au niveau fédéral, et si un des parlements la refuse, tout est bloqué. Nous, on a connu le blocage de près de 2 ans, un pays sans gouvernement. C'est aberrant, c'est même hallucinant qu'on ne peut pas comprendre. Un petit pays, un grand pays d'esprit, mais un petit pays en nombre et je dirais en surface de 11 millions d'habitants, a 4 parlements. La France, qui est notre pays voisin, avec plus de 60 millions d'habitants, un seul parlement. J'aimerais bien comprendre. Donc là déjà, nous sommes pour justement la réduction, bien sûr toujours en défense et en promouvoir et en sécurisant, je dirais, les communautés et les minorités, c'est vraiment très 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 important. Mais nous voulons un seul parlement et surtout réduire les dotations des ministres et des parlementaires. Nous voulons réduire au moins de 30% les salaires des parlementaires et des ministres. Au moins, cet argent-là, eh bien, il ira donc, au groupe précarisé. Ça, c'est par rapport à la transparence. Et je te remercie, Michel, de l'avoir développé. Et puis la sécurité. Vous savez, nous avons parlé de développement économique. Michel, tout à l'heure, a parlé d'attirer de nouveaux touristes sur notre région, etc. Tout ça, c'est très très bien. Mais la sécurité, en commençant par la propreté. Puis la sécurité dans les rues, que les rues soient bien éclairées, que bien sûr nos trottoirs soient aussi bien aménagés. Vous savez, je cite ici une de nos candidates qui est Intissar, Zahri Intissar. Elle est donc présidente d'une association Elle Handicap. Elle est elle-même sur chaise roulante. Elle assume avec modestie et fierté son état, une femme extraordinaire et intelligente, engagée, diplômée en même temps. J'ai découvert, je vous assure, la chaise roulante avec elle. Elle m'a dit, Hassan, avant que vous sortez des beaux textes, viens avec moi sur le terrain. Toi à pied et moi sur ma chaise roulante. Je lui dis, je ne veux pas aller à pied, je vais prendre mon vélo. On a été à vélo. Et je vous assure que c'était presque impossible de pouvoir se balader en rue en chaise roulante. Car les trottoirs ne sont pas adaptés. Car il y a des fissures partout. Parce qu'il y a des trous partout. Et là, quand vous êtes en chaise roulante, la visibilité chaise roulante, là vous voyez réellement les problèmes, de gros problèmes pour certains, mais des petits problèmes insignifiants pour nous qui sont valides. Donc vraiment ce n'est pas un coucou, mais vraiment un engagement pour que les moins valides, les personnes précarisées, les femmes, le troisième âge, nos enfants, tous ces gens-là doivent avoir leur place dans notre région. Vous savez que plus de 90% des femmes interrogées ici dans notre région se plaignent d'harcèlement. C'est une étude, c'est une recherche universitaire qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller faire vos recherches. Et ça, ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Vous savez qu'il y a plus de 170, je dirais, meurtres conjugaux par an. Ce sont des statistiques. J'en ai fait un documentaire il y a quelques années. J'étais choqué moi-même. Moi-même, j'ai vraiment sursauté derrière ma caméra
en voyant le témoignage du ministre à l'époque qui déclarait plus de 170, femmes décèdent suite à une violence conjugale. C'est énorme. Il y a bien entendu aussi violence conjugale côté homme, mais celle des femmes, elle est vraiment majeure. Et là aussi, on parle de la sécurité. Et puis on parle de la sécurité routière. Donc il faudrait aussi avoir une campagne de sensibilisation par rapport aux automobilistes, qu'il n'y a pas que eux, sur la voirie. Il y a aussi les piétons, il y a des enfants, il y a des vélos, il y a des motos. Donc il faut réellement une harmonie par rapport à cette sécurité. Et c'est comme cela qu'on peut nous attirer des touristes et valoriser notre région et dynamiser aussi sur le plan économique notre région, et qui va bien sûr dégager de l'emploi, car notre région, Bruxelles, est une des plus belles villes au monde. Et je peux l'assurer. Grâce, je remercie le Tout-Puissant ou la nature, comme chacun puisse le dire. J'ai énormément voyagé. Et Bruxelles me manque toujours. Une semaine après, j'ai envie de revenir à Bruxelles, car c'est une ville extraordinaire, avec des atouts extraordinaires, et surtout une ville cosmopolite avec plus de 200 nationalités différentes. C'est extraordinaire. Dans certains quartiers, Molenbeek, 180 nationalités différentes, et on revient vers cette diversité qui est réellement un atout. Et puis, je laisse M. Michel qui va rebondir sur d'autres points, car on a vraiment beaucoup sous le cœur. Oui, écoutez, je crois vraiment que la quatrième révolution industrielle a envahi déjà les entreprises. Je crois vraiment maintenant que nous devons créer des tas de changements de comportement. Donc, c'est ce que vraiment nous avons besoin en politique, dans la gestion des affaires publiques. C'est un métier de gérer les affaires publiques, c'est un travail, il faut beaucoup de professionnalisme, et il faut absolument maintenant que les méthodes utilisées casse avec un passé. Il faut absolument utiliser les nouvelles méthodes, nouvelles technologies pour être plus proche des citoyens, car la façon de faire comme ça se faisait avant, ça n'est plus possible, pour des tas de raisons d'ailleurs, parce qu'il y a trop de mélange, trop de diversité, mais il y a surtout une technologie qui est là. Il y a une technologie qui est là, il y a un besoin grandissant, les gens ils veulent de plus en plus le contact est direct. Et donc ce contact est direct, parfois même s'il est électronique, mais il est rapide, il est direct. Et donc vraiment, je crois que c'est important aux gens qui vont voter le prochain le 26 mai, donc le dimanche 26 mai 2019, je crois vraiment qu'il est important de faire passer ce message. Les citoyens, ils ne veulent plus que la gauche, que la droite, que le globalisme, ils veulent le respect et l'écoute du citoyen. Et donc vraiment, c'est notre priorité, c'est ce que nous voulons absolument faire. Je crois que Bruxelles aussi est devant un défi absolument extraordinaire, qui est un défi que toute l'Europe devrait avoir. Donc Bruxelles peut être un exemple pour l'Europe. Nous sommes ici dans la ville la plus cosmopolite d'Europe, voire du monde même, où plein de nationalités vivent ensemble, plein de cultures vivent ensemble, et finalement ça marche relativement bien, mais aujourd'hui, le manque de moyens qu'on met dans la communication avec les citoyens aboutit à des injustices sociales monstrueuses. Et donc on ne va pas dire qu'il faut à gauche toutes. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment écouter les citoyens, et aller vraiment dans ce bon sens, utiliser tous les moyens disponibles aujourd'hui, les méthodologies d'ailleurs. Vous savez qu'ils enseignent ici à l'université, à l'UCL, à la VUB, ils enseignent des méthodologies de débat entre citoyens vraiment qui ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres, pour après une série d'étapes de méthodologie, eh bien, ils arrivent à un texte commun derrière lequel tous se retrouvent. Donc je crois que vraiment c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin, d'une nouvelle méthode et associée à des technologies pour pouvoir permettre à toute la grande diversité de Bruxelles de s'entendre. Et c'est finalement, c'est comme ça qu'on obtiendra la paix aussi dans le monde. Beaucoup de guerres se font sur base des incompréhensions, des malentendus. Donc vraiment, Bruxelles a un défi énorme. Vous savez déjà que c'est aussi la capitale de l'Europe. Mais c'est parce que c'est en étant ici que finalement tout le monde se retrouve à trouver des accords, même si l'Europe passe par des moments difficiles aujourd'hui. Voilà, c'est les interactions, c'est les échanges, c'est les débats, et c'est se retrouver derrière des textes communs, derrière des principes et des valeurs communes
que nous devons travailler. Et donc vraiment, je vous demande, faites-nous confiance. Nous avons vraiment des bonnes méthodes. N'hésitez pas à voir plus de documentation sur nos sites internet, sur nos documentations, voire même de nous contacter directement. Nous avons beaucoup de candidats qui se promènent sur les marchés, dans les rues, dans les associations. Donc posez des questions. Réellement, ce dogme citoyen est différent de tous les autres dogmes politiques qu'il y a eu. Je crois que c'est vraiment une révolution aussi pour la Belgique. Donc en dehors du fait que nous sommes évidemment tous très motivés avec des gens de qualité très élevée, on ne veut pas vraiment nous faire croire à tout le monde qu'on est meilleur que les autres. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée, le dogme. Il y a beaucoup de mouvements citoyens. Il y a d'ailleurs d'autres petits partis politiques citoyens qui commencent un petit peu. Mais je crois vraiment qu'avec Acte et Salem, vous avez là deux mouvements citoyens qui se réunissent, qui font une union vraiment pour faire la force, qui est la devise de la Belgique. Et donc je vous demande de faire confiance, posez les questions, allez voir sur le site internet, allez demander à tous nos candidats qui se promènent sur le marché, dans des associations, posez des questions, appelez-nous, écrivez-nous des mails, mais vraiment, je vous garantis, c'est ce mouvement citoyen qui a d'ailleurs dans le tas de toute la société civile, vraiment, faites confiance. Ne votez plus pour des partis traditionnels à gauche, à droite, globalistes, parce qu'ils ont failli au fond, ils ont failli dans la diversité. Moi-même j'ai été formé par des partis traditionnels à droite en Flandre ou centristes ici à Bruxelles et ils ont failli, ils ne veulent pas de la diversité, ils n'arrivent plus. La Flandre et la Wallonie ne savent pas gérer Bruxelles, c'est les Bruxellois qui doivent gérer Bruxelles. Bruxelles a une personnalité absolument unique et voilà, c'est un exemple pour l'Europe que Bruxelles peut être en incluant la diversité dans toutes ces façons de gérer. Je vous remercie vraiment afin de conclure. Merci beaucoup Michel. Moi j'aimerais rebondir sur ce que tu dis parce que tu dis des choses non seulement sensées mais vraiment essentielles. Bruxelles est réellement l'exemple pour le monde et certainement pour la Belgique. Nous prenons le bilinguisme avec l'ouverture sur le multilinguisme et nous voulons un enseignement bilingue dans toute la Belgique. Et Bruxelles comme exemple. Et Bruxelles est réellement l'exemple vraiment de toute la Belgique. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Je te remercie. J'aimerais juste rappeler ce que tu as dit tout à fait au début. C'est cette liberté individuelle. Vous savez, nous voulons plus. D'ailleurs, moi, je reprends les termes de Michel. Moi, à l'époque, je lui disais que moi, il y a un terme qui me semble trop léger. C'est le terme islamophobie. Oui, je suis claustrophobe, je suis phobie. Donc, ça veut dire que l'on a peur par exemple, d'une religion. Nous disons que nous sommes bien sûr contre tout ce qui est, nous sommes on est contre l'antisémitisme, vraiment contre l'antisémitisme. Et nous sommes aussi contre l'anti-islamisme, un terme qui a été créé par mon ami Michel, et je suis tout à fait d'accord. Je lui ai dit, écoute, moi je suis anti-islamisme. Et puis il m'a dit, Hassan, le terme, je pense qu'on pourra le créer, vraiment l'inventer, le mettre vraiment dans le dictionnaire de la, comment on appelle encore l'Académie française. L'Académie française, je te remercie pour le rappel, c'est l'anti-islamitisme comme l'antisémite. Il faut absolument que ce soit condamnable, il faut vraiment que ce soit vraiment traité comme vraiment un crime, car l'anti-islamitisme, il a vraiment tué plusieurs dizaines de personnes il n'y a pas longtemps, chers amis. Et donc, maintenant, chers amis, M. Michel vous dit effectivement, il faudra nous faire confiance. Ben oui, il faudra tous... Ben écoutez, essayez de voir deux mouvements citoyens qui sont engagés, dévoués au service des citoyens, avec un monsieur qui a énormément d'expérience. Il est professeur d'université, professeur aussi du secondaire, il est écrivain, il est conférencier, et bien d'autres candidats. Donc M. Michel Dardenne, c'est lui notre tête de liste, c'est lui qui tirera la liste, avec beaucoup de responsabilités et d'engagement, et il est là avec énormément de savoir, et surtout, il va mettre la main à la pâte. Nous ne sommes pas des bureaucrates, et nous ne sommes pas des comptables non plus. Nous voulons vraiment faire tourner la machine, faire tourner là où ça ne va pas. Nous voulons vraiment venir et trouver des solutions. Et comme tu as dit aussi, Michel, tu as tout à fait raison, nous ne sommes pas des chevaliers qui allons arriver avec nos grands sabres et on va dire nous allons changer le monde avec une baguette magique. Non, absolument pas. Nous ne disons pas non plus que vous, les grands partis traditionnels, vous dégagez et nous prenons votre place. Absolument pas. Nous voulons tout simplement apporter une pierre à l'édifice. Nous voyons qu'effectivement il y a des failles et que les partis traditionnels sont devenus tellement puissants
tellement grand que c'est devenu incontrôlable. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes deux mouvements citoyens, par les citoyens, pour les citoyens, et nous pouvons venir vous dire, écoutez, nous allons venir vous assister pour que vous trouviez des solutions et prenez réellement des décisions pour la problématique, la grosse problématique de la précarité de notre région. Nous avons comme deuxième place Madame Afedi Chadia, Madame Afedi Chadia qui est étudiante en droit, elle a 19 ans, une jeune femme extraordinaire. Elle s'est engagée sur cette liste comme citoyenne parce qu'elle m'a dit encore hier dans une réunion, Hassan, moi je me suis engagé pour un seul point, car nous les jeunes, on ne nous voit pas, on est transparent. Moi, jeune femme, on ne me voit pas, je suis transparente. On ne m'entend pas, on n'écoute pas. Et je suis venu sur cette liste pour tout simplement faire valoir et porter la voix de jeunes qui sont avec moi. Et moi-même, je suis jeune. C'est vraiment très très important. Comme troisième, c'est monsieur Raali Hassan. Il porte exactement le même nom que moi. Il est bien sûr fondateur d'association, l'association Averroès, dans laquelle nous sommes cofondateurs. C'est d'ailleurs mon frangin, mon grand frère, un homme de l'ombre et que j'ai sollicité pour qu'il vienne soutenir cette liste. Puis comme quatrième, M. El Melki Adil, qui est avocat au barreau de Bruxelles, un homme de conviction, un homme d'engagement, et je dirais qu'il n'est pas là parmi nous aujourd'hui. Vous savez, les avocats, ils ont énormément de travail, surtout en matinée. Donc, vous voyez, donc nous avons donc des gens de tous bords parmi nous. Donc, comme cinquième, Ben Massoud Anna, qui est enseignante, comme toi, Michel, Nejari Farid, informaticien, Nawal Loubna, qui est activiste, qui est présidente de l'association, une employée en même temps, une femme extraordinaire avec énormément de volonté, Amalie Michel. Un autre Michel. Le docteur Amouli, j'ai touché. Qui est médecin. C'est un médecin, en effet, qui notamment lors des attentats du 16 mars qui ont touché la Belgique, c'est un homme touchant, n'est-ce pas, qui a d'ailleurs à remanier l'ancien hôpital français ici pour le réorganiser, qui est lui-même originaire du Congo. Je veux dire, on a des tas de candidats comme ça qui sont vraiment des gens passionnants, des gens qui ont une histoire absolument extraordinaire et qui vraiment font partie de ceux qui construisent Bruxelles ici. Vraiment, on encourage les prochains. Nous avons ici une liste, chers amis, qui reflète Bruxelles. Qui vraiment reflète Bruxelles. Nous avons par exemple, on a la 9e place Mamoun Loubna, qui est aussi une présidente d'association, une femme qui est entrepreneur et qui est aussi activiste. Elle a vraiment du répondant, elle a aussi envie de contribuer à l'amélioration de notre région. À la 10e place, nous avons mon ami Jean-Pierre qui est dans la salle. Mouissenza, qui est économiste, un homme de foi, c'est comme ça, il m'a même dit, Hassan, moi je suis un homme de Dieu, donc quelqu'un qui est vraiment, Jean-Pierre, qui est en relation avec la spiritualité, et ça c'est vraiment aussi très important. Nous respectons la spiritualité de chacun, la tendance de chacun, la philosophie de chacun, et c'est ça réellement, ce beau, je dirais beaucoup de fleurs, où il y a plusieurs couleurs. Sans les couleurs, vous savez, il n'y a pas de fleurs, bien entendu. Puis à la 11e place, Madame Zahri Intissar, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est présidente de l'association l'ASBL El Handicap, qui elle-même est sur chaise roulante. Elle est là pour défendre les intérêts justement des moins voilés, des gens qui n'ont pas choisi d'être sur une chaise roulante à vie. Nous sommes assis, mais rendez-vous compte que eux, toute leur vie, depuis qu'ils sont nés, ou peut-être suite à un accident, qu'ils seront jusqu'à la fin de leur vie sur une chaise. Nous aurons l'occasion de pouvoir bouger, mais eux pas. Et ça, c'est réellement le terrain. Je ne l'aurais pas su, je n'aurais jamais été sensibilisé si je n'avais pas côtoyé cette formidable femme qui a un courage extraordinaire malgré son handicap et malgré sa maladie. Alors, Yokaj Mounir, qui est l'un des cofondateurs, que je te laisserai parler de lui, l'un des cofondateurs du mouvement Salam. Oui, c'est un homme qui travaille déjà depuis de longues années dans je dirais, la réflexion autour de toutes les valeurs qui gèrent la société, qui est lui-même un entrepreneur aussi dans les affaires. Il travaille dans l'alimentation. Il nous fait d'ailleurs des viandes extraordinaires, non seulement en s'assurant que les animaux soient bien soignés, mais en plus des préparations très fraîches, sans produits conservateurs, sans tous ces colorants, etc. Il utilise des colorants naturels. Il y a des fruits rouges, il y a des fruits, des légumes avec des jus. C'est absolument merveilleux. Vraiment, c'est délicieux. Donc, j'aime beaucoup aussi ce genre de collaborateurs.
Voilà, donc effectivement, je fais un grand signe de solidarité envers les entrepreneurs, parce qu'il est entrepreneur, donc il est commerçant, et nous connaissons les difficultés des commerçants. On n'en a pas parlé directement maintenant, parce que nous sommes dans une conférence de presse, mais on ne peut pas vraiment tout détailler, mais c'est qu'il y a bien un point essentiel aussi, qui est dans la rubrique en point, les indépendants. Les indépendants sont eux les premiers créateurs d'emplois. Donc les PME, les indépendants et les professions libérales sont réellement les premiers qui créent de l'emploi. Et ceux-là, il faut vraiment avoir une attention particulière, mais vraiment particulière. Moi-même, je viens du secteur de l'entrepreneuriat. J'ai toujours été moi-même indépendant. Et je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir soutenir ces gens-là. Parce que eux, ce sont réellement le moteur et le dynamisme de cette belle région. Et puis, Madame Khalid Soraya, qui est conseillère. Oui, spécialiste en communication, qui a travaillé dans le monde universitaire aussi, c'est comme ça que je l'ai connue. Voilà, vraiment, on a toute une série, on a 37 candidats. Vraiment, on va tâcher de rapidement mettre. Voilà, donc on va tous les citer maintenant. Voilà, on va bien sûr les communiquer. Il y a Khalifa Ismail qui est employé à la STIB. Donc, c'est quelqu'un vraiment d'engagé. Il est le spécialiste de tout ce qui est, je dirais, le complément alimentaire. Il est vraiment très sensible à la santé. Donc, la santé est un point élémentaire, c'est un point essentiel. On en a discuté, par exemple, le ministre de la Santé devrait être quelqu'un qui doit être compétent. Et spécialiste dans la matière, par exemple. Il y a Madame Benjeloun Najwa qui est la nièce de Benjeloun, l'écrivain d'origine marocaine. Elle est commerçante et entrepreneur. J'ai rarement vu une femme aussi enthousiaste et aussi dynamique que cette femme-là. Elle reconnaît avoir connu des difficultés énormes dans le secteur, mais elle continue, elle est debout. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc nous avons ici, honnêtement, 37 personnes dévouées, engagées, qui veulent tout simplement apporter une pierre à l'édifice des citoyens, comme nous tous. Cher Michel, moi j'aimerais vraiment te remercier, et moi je vais me mettre debout pour te saluer par rapport à cette union. Merci à toi, vraiment. Vous pouvez applaudir, vous savez, il n'y a pas de problème, vous pouvez applaudir. Que ça se passe entre nous, comme il se doit, oui. Tout simplement pour l'intérêt des Bruxellois, n'est-ce pas Michel? Avec la grâce de Dieu, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, vous voyez, il parle aussi l'arabe. Moi je parle expliquant ook Nederlands. Volgende keer de persconferentie komt natuurlijk ook in het Nederlands, Michel. Ja, graag natuurlijk. Hè. Dat moeten we ook doen. De Nederlandstalige Vlaamse journalisten zijn natuurlijk welkom. Voor debatten om echt ons programma door en door te leren kennen. Sowieso, dus Michel natuurlijk is natuurlijk polyglot. Hij spreekt ook natuurlijk meerdere talen. Uiteraard Nederlands, Engels, Duits, Frans. Tenminste, ik ontdek ook natuurlijk dat hij ook heel goed Arabisch schrijft. Dat heb ik vernomen van u. Ja, een beetje. Dus hij is bescheiden, donc il est vraiment, je dirais, très modeste. Michel, un succès pour Act Salem. Merci, succès à tous les candidats vraiment et merci pour tout. Merci.